Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, nous sommes tous des citoyens ordinaires et pourtant, nous croisons des gens extraordinaires avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet qui sont là ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Co-président du G500, l'ONG citoyenne, 500 associations, plus de 500 000 sympathisants avec des événements à suivre et en l'occurrence un événement en juin prochain. Vous pouvez vous inscrire bien entendu. 8, 9, 10 juin à Marseille. Vous notez dans vos agendas. Le site internet www.sommetcitoyen.fr. Et mon petit doigt me dit que c'est peut-être même avec Sud Radio cet événement. Écoute, je crois que oui, je crois que vous avez raison, Stéphane Pellet. En tout cas, on parle d'associatifs, d'engagement, d'humain, forcément, avec nos invités. Et ce soir, on va limiter les impacts environnementaux des manifestations sociales, culturelles et sportives. L'Association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives a valorisé plus de 1000 tonnes de déchets sur 5 antennes nationales en 2022. 9 jeunes sur 10, ça fait quand même une grosse majorité, ne s'intéressent pas aux actions publiques menées autour d'eux. Face au désintérêt criant des jeunes pour la politique, Melting Pot, politique pour tous, s'attache à vulgariser la vie politique et institutionnelle auprès des 11-25 ans. Peut-être une bonne chose pour les faire retourner aux urnes. Et qui sait, ou y aller pour la première fois. Avec plus de 1300 interventions sur l'année, les clowns redonnent espoir aux enfants malades. L'association Les Clowns de l'Espoir s'engage pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés dans les centres hospitaliers de la région des Hauts-de-France. Tout ça présage un très très joli menu et bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre tout de suite avec notre invitée Juliette Vion est avec nous. Bonsoir Juliette Vion, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'antenne Île-de-France d'Arrêt Max et on en parle avec vous Stéphane Pellet. Bonsoir Juliette, donc bonsoir. Vous êtes la responsable de cette antenne d'une association, oui en effet, qui a un nom assez drôle, il va falloir nous expliquer. Arrêt Max, puisque vous êtes responsable de l'antenne Île-de-France, mais que cette association est nationale, 5 grandes antennes en France. Et en fait, ce qui est génial chez vous, c'est que vous êtes passé du discours à l'action. Souvent on disait il faudrait améliorer après les événements sportifs ou culturels. Et bien vous avez décidé d'agir, vous avez vraiment une méthode pour ça. Voilà, comment vous avez déjà démarré cette aventure, puis après vous allez nous expliquer dans le détail comment vous recyclez les déchets. D'accord, alors déjà Arrêt Max, c'est et parlez bien dans le micro. Arrêt Max pour l'acronyme Association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives, qui en est fait une association qui a été créée en 2004 et qui en fait a commencé par l'action, puisque c'était des potes qui aimaient les événements musicaux et les événements de sport extrêmes et qui ont voulu les rendre plus propres. Donc presque 20 ans plus tard, en effet, l'association a grandi. Maintenant, il y a 5 antennes en effet en France et on compte environ une trentaine de salariés. On accompagne plus de 200 événements. C'est ce qu'on appelle une vraie ONG. Ah ouais, c'est une vraie ONG. Alors, on a regardé les chiffres. On s'est dit, une manifestation en moyenne de 5000 personnes génère plus de 2,5 tonnes de déchets. C'est vrai que on se rend pas compte de ça. On va à des événements, on achète des trucs, on les jette par terre ou on les jette dans des poubelles. Et ce sont des déchets énormes. Quand vous dites que vous valorisez ces déchets, alors comment ça se passe? C'est-à-dire que ce sont les événements, enfin les organisateurs d'événements qui vous sollicitent en disant voilà, on va monter un événement, il faut qu'on trouve des solutions. Alors ouais, c'est pas à peu près comme ça que ça se passe. Il y a des événements qu'on accompagne dans la durée. On a aussi des nouvelles sollicitations. Et oui, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord faire un certain nombre de préconisations sur différentes thématiques de l'éco-responsabilité en amont. Voilà. Et après, historiquement, l'association s'est spécialisée sur les déchets, donc on va mettre l'accent sur la réduction, évidemment, en amont des déchets, donc ça nécessite un certain nombre de choix. Ça peut passer par quoi, la réduction des déchets pour un événement? Ça peut le passer tractage, par exemple par exemple, vous voyez, privilégier des systèmes, par exemple, de QR code pour diminuer les impressions. Ça peut passer par mettre en place de la vaisselle en dur pour éviter les contenants jetables. Ça peut passer par tout un tas de... remise
remettre en place la consigne, par exemple, comme ça se fait en Allemagne. Par exemple, ouais, insister et inviter les participants à utiliser leurs gourdes, leurs éco-cups. Enfin voilà, il y a tout un tas de démarches qui sont possibles et qui sont visibles quand on met les mains dans les poubelles. Justement, on peut voir aussi très vite la différence quand des démarches ont été entreprises. Et donc l'idée, voilà, ça va être d'accompagner en amont les organisations avec l'idée que plus il y a d'anticipation, plus ça permet aussi d'être ambitieux. Qui paye quoi en fait, parce que tout ça n'est pas gratuit, forcément. Stéphane Pellet. Mais c'est surtout ce modèle qu'on voudrait comprendre, parce que si vous diminuez les déchets, sur quoi pouvez-vous vous payer? Et puis vous êtes devenu une grande association, 30 salariés. Comment vous avez fait? Alors les prestations sont rémunérées par les organisations pour évidemment les salaires, le matériel, le fonctionnement de l'association. Donc on aspire aussi à une certaine, on est une structure de l'économie sociale et solidaire, donc on a une certaine autonomie financière parce qu'on fait on fait payer ces prestations-là avec l'idée que évidemment on réduit les déchets, mais qu'on aspire à réduire l'impact écologique sur d'autres thématiques, et que en effet, si aujourd'hui on a une grande spécialité sur la question des déchets, en fait il y a beaucoup de travail sur aussi d'autres thématiques qui sont aussi parfois même souvent imbriquées, comme l'alimentation, l'eau, etc. Et la valorisation des déchets, est-ce qu'elle vous rapporte quelque chose? Alors directement non, mais en tout cas concrètement elle passe par la coordination des filières de valorisation. Donc on va contacter, coordonner en fait toute la partie flux de déchets, collecte, centre de tri, centre de valorisation, et on va valoriser le maximum de flux de déchets, mais de manière directe. Non, c'est pas la valorisation. Ça peut finir en lampe de cheveux, par exemple. Je vous dis ça parce que j'en ai par exemple, ça dépend des Ça peut aussi matériaux. finir, par exemple, moi j'avais vu un reportage sur les bouteilles en plastique qui étaient transformées en pull. En polaire. Ou en polaire, oui, c'est ça. Voilà, il est là, voilà, il est là. C'est le pub, Non, c'est pas un polaire. C'est le pull de l'année dernière, je crois, je me souviens très bien. C'était ma bouteille. C'est une voie possible des déchets plastiques, ouais. Et est-ce que finalement il y a une pédagogie aussi? Alors forcément, il y a toute la partie RSE des entreprises et tout le monde se dit qu'à un moment donné il faut rentrer dans les clous, mais il y a aussi toute la pédagogie faite autour des gens qui viennent à ces événements et qui n'ont pas forcément les bons codes, par exemple. C'est ça. Alors dans l'idée, on se dit que donc nous, comme concrètement sur les événements, on va mettre en place le tri sélectif des déchets. Quelque part, c'est aussi et on va avec donc les bénévoles aller surtrier, aller corriger les erreurs de tri, et on se sert de ce geste aussi comme d'un prétexte pour sensibiliser les participants à la réduction des déchets, parce que évidemment que en recycler, c'est quelque part un moindre mal, et que évidemment en fait l'idéal c'est de réduire, et c'est de repenser nos modes de consommation, de repenser nos modes de vie de manière générale, et que les gestes et les réflexes qu'on va insuffler en intervenant sur les événements deviennent innés. Ils ont vocation, voilà, à se diffuser aussi dans la sphère quotidienne, dans la vie de tous les jours, et que le faire justement dans ces événements culturels et sportifs, c'est aussi un levier en fait d'approche des différents publics. Oui ou non, Stéphane? Mais ce qui est intéressant, c'est que là, pour une fois, on a un cercle vertueux. Vous savez, les grosses collectivités qui financent les grands événements, parce que c'est un peu la mode en ce moment, les régions, les départements financent beaucoup, par exemple les grands concerts rock. Il y a maintenant des chartes, c'est-à-dire que pas un seul organisateur ne reçoit de l'argent s'il n'a pas contracté un système de valorisation et de récupération des déchets. Donc je trouve que là, c'est bien. Souvent, on critique comme ça l'action publique, mais là, tout le monde bosse ensemble, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a une forme de... En fait, disons que les avancées légales nous aident dans notre démarche. Donc la loi AGEC, anti-gaspillage et pour une économie circulaire, c'est quelque chose qui nous aide à faire valoir du coup notre démarche. Et en même temps, on fait partie de ces acteurs qui participent aussi à ces nouveaux projets de loi et qui les nourrissent. Et en tout cas, ça avance ensemble, et c'est ce qui donne le jour aussi justement à ce dont vous parlez, sur la conditionnalité en fait des subventions à ce genre de démarche. Vous travaillez avec combien d'événements? Vous pouvez nous citer des grands événements que tout le monde connaît? Alors le gros événement phare de l'antenne de Paris, c'est We Love Green. Après, on a sur les autres antennes, il y a par exemple les Nuits Sonores. Sur la région lyonnaise, il va y avoir en tout cas, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des concerts, ça peut être des événements. Ça peut être, alors il y a beaucoup de festivals, et il y a pas mal d'événements sportifs. Aussi, donc nous à Paris on a eu le semi-marathon de Boulogne par exemple, à Lyon ils ont la Saint-Élion qui est la course entre Saint-Étienne et Lyon.
une grande variété d'événements, à la fois des très gros un peu emblématiques, mais aussi beaucoup d'événements de plus petite et moyenne échelle, qui permettent aussi de faire beaucoup de choses en fait. Et vous restez avec nous, on revient dans un instant. Un barbecue organisé par Cécile de Ménibus et ses amis, vous envoyez combien de bénévoles? 30, Rien, 40? zéro déchet. Parce qu'on ne boit rien, on ne touche à rien surtout. On s'assied sur le canapé et on se tait. Voilà, c'est très sympa. Vous venez quand vous vouliez, Juliette Dion, vous allez vous éclater, c'est génial, c'est formidable. Vous restez avec nous. Dans un instant, on continue avec cette belle association, ça s'appelle Aremax. Et voilà, vous pouvez aller regarder entre-temps, pendant que c'est la pub. Regardez sur le site internet et on verra justement combien de bénévoles aujourd'hui travaillent sur ce projet. Si vous voulez devenir bénévole, vous nous appelez 0826 300 300 ou si vous avez des questions à poser, on vous attend au standard. À tout de suite, c'est les vraies voix citoyennes. Stéphane Pellet est là, Aurélie Gros est avec nous aussi, Philippe David et vous, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Si vous aimez la citoyenneté, si vous aimez l'engagement, si vous savez l'importance de l'associatif en France, cette émission est faite pour vous avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, qui sont co-présidents du G500 Citoyens, l'ONG citoyenne 500 associations qui nous mettent en lumière tous les lundis toutes ces personnalités, tous ces donneurs qui nous permettent aujourd'hui de soulever des problèmes ou en tout cas de régler pas mal de sujets. Et là, on parle finalement d'éco-responsabilité avec Juliette Dion, qui est responsable de l'antenne Île-de-France d'Aremax. C'est une association forcément je voulais dire upcycling, c'est pas du tout upcycling, c'est juste de récupérer les déchets que font les événements et finalement de les valoriser d'une manière ou d'une autre. Il y a un gros problème aujourd'hui que rencontre beaucoup l'associatif, c'est finalement les problèmes de bénévolat, c'est-à-dire que avant on s'engageait beaucoup, maintenant on s'engage un petit peu moins. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Alors oui, nous ça on le ressent beaucoup parce que clairement sur les événements et puis dans le projet associatif, les bénévoles sont un peu la clé de voûte et une saison avec un manque de bénévoles, ça se ressent forcément beaucoup sur les conditions de travail sur le terrain. Après, il peut y avoir diverses analyses sur cette crise un peu du bénévolat, étant donné que l'année dernière dans l'événementiel c'était un peu une année de reprise, donc à un moment on s'est dit peut-être que les gens en fait veulent à nouveau profiter des événements plutôt que d'y être bénévole en fait. Enfin, ça c'est une lecture qu'on peut avoir. Après moi j'ai pas forcément la réponse sur si c'est un déficit d'engagement ou simplement de connaissances et d'informations. Enfin, il y a plusieurs lectures. Moi je sais pas exactement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on a besoin de bénévoles tout le temps et quel que soit l'âge. Et quel que soit l'âge, alors après, ça dépend aussi des sensibilités. Majeur, hein. Alors majeur, oui, évidemment. Oui. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Ouais, plutôt. Alors, ça arrivait qu'on travaille avec des mineurs, mais très rarement. Accompagnés par les parents dans ces cas-là. Encadrés, mais c'était par l'intermédiaire d'un organisme, le SNU. Oui, ce qui existe, le SNU, c'est ça, national. Oui. Mais de manière générale, quand même plutôt majeur. Et puis voilà, on aime bien aussi. Enfin, les bénévoles peuvent avoir différents profils. Donc, il y en a qui préfèrent les événements sportifs, d'autres les festivals. Voilà, il y en a un peu aussi pour tous les goûts, selon les événements. Selon qu'on soit mélomane ou fan de sport. C'est ça. Il faut encore vous faire connaître. Vous avez vu les Restos du Cœur, vous avez vu toutes ces grandes manifestations, elles ont attiré énormément de, le Téléthon par exemple, etc. Je pense que vu la cause que vous défendez, vu le nombre que vous êtes, c'est-à-dire avec 5 antennes départementales, etc., je pense que vous pourriez arriver à mobiliser encore plus. Mais moi j'ai une question qui prolonge celle de Cécile. Qui était déjà très bien. Comment on fait pour... Parce que soyons clairs, on va à un concert, le concert c'est aussi un lieu de contestation, on a envie de foutre le bordel, le feu, je sais pas quoi. Je voudrais pas donner de mauvaises idées. Vous avez un côté punk, Stéphane Pellet. Oui, c'est ça. Si vous allez voir Michel Sardou, comment on fait pour accorder les deux, quoi? Il faut être énervé pendant le concert, puis ensuite extrêmement responsable pour pas jeter ses déchets partout. C'est dur de faire passer le message. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de déchets, comme ça on n'en a pas à jeter. Déjà. Et non, en fait, parfois, je pense qu'on sous-estime la sensibilité des participants aux événements sur ces questions-là. On entend souvent que les gens, en fait, ils ont juste envie de déconnecter, de penser à autre chose, et que c'est pas un endroit pour parler d'écologie. Et en fait,
c'est pas le cas. Généralement, nos discours, notre démarche de sensibilisation, elle est toujours assez bien reçue, assez bien perçue. Et nous, on le voit vraiment comme un levier, en fait. Et toutes les parties prenantes de ces événements devraient se saisir de ces questions, parce que ça brasse des techniciens, des artistes, des orgas, des prestataires, des restaurateurs. Et en fait, c'est l'affaire de tous et de toutes. Donc non, je pense qu'il y a largement la place pour s'amuser, pour se cultiver et pour se sensibiliser à l'écologie dans ces manifestations-là. Lorsque vous proposez vos actions, vous vendez un concept qui s'appelle les 5 R. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Moi, j'avais un vieux souvenir de marketing, les 4P. On va passer aux 5 R, c'est un stade au-dessus. Alors, les 5 R, alors parfois c'est 3, parfois c'est 5, ça peut aller jusqu'à 9. C'est pas tout à fait un concept, c'est variable. plus c'est un peu une matrice, une approche en fait de la démarche qui consiste à dire, donc les R, ce serait refuser, réduire, réemployer, réutiliser, recycler, rendre à la terre. C'est ces 5 R-là. Donc c'est l'approche privilégiée par les associations liées au zéro déchet, qui veut que toutes les démarches ne se valent pas et que refuser, ce serait la plus impactante d'un point de vue écologique, puisqu'on ne crée pas de déchets. Et qu'en fait c'est dans ce sens-là et dans cet ordre-là qu'il faut considérer notre rapport à ce qui est susceptible ou pas de devenir un déchet. Est-ce que les événements est-ce qu'il y a un label éco-responsabilité que vous vous adressez à des événements en disant voilà vous rentrez dans les clous, ou c'est du gouvernement? Est-ce que aujourd'hui certains peuvent se dire moi je veux bien aller dans cet événement parce que effectivement ils sont éco-responsables? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place dans cette lignée-là? On sait que les entreprises, on parle de RSE, de bien-être au travail, donc certains jeunes ont envie d'aller dans ces entreprises ou de ne pas y aller. Est-ce que c'est la même chose avec les festivals? Est-ce que vous vous rendez compte que vous dites que certains jeunes se disent moi je vais pas aller dans ce festival parce que ok, la musique c'est super, mais c'est sale, tout est par terre. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la jeunesse à cet endroit? Alors je pense que oui. C'est une question très longue. On n'a pas directement de label. Après il y en a qui naissent. Nous on labellise pas spécialement les événements qu'on accompagne. On avance aussi sur la manière dont on fait des bilans, la manière dont on les accompagne pour les comparer déjà à eux-mêmes dans le temps et aux autres événements qu'on accompagne pour avoir des ordres de grandeur et pour avoir des références. Et après, en effet, je pense que de la même manière que les personnes se sont mises à s'interroger par exemple sur la provenance de la nourriture, d'où ça vient, comment c'est fait, je pense que les consommateurs de culture, ça gagne aussi ce terrain-là, et que les gens commencent à être regardants de la manière dont sont conçus les événements dans lesquels ils vont, sont regardants de ne pas se rendre dans des endroits qui vont devenir des débauches de déchets ou des événements qui seraient sales en tout cas qui ne rentreraient pas dans la lignée de. Et sur la jeunesse aujourd'hui, sur la pédagogie, est-ce que vous allez dans les écoles expliquer? Est-ce que c'est des choses que vous pourriez mettre en place, parce qu'on sait très bien que l'éducation se fait très tôt sur ces gestes éco-responsables? Alors actuellement, ça nous arrive d'être au contact de publics jeunes et on déploie aussi des animations sur certains événements ou dans le cadre de certains marchés avec des collectivités. Après, c'est pas le public auquel on est le plus confronté, qu'on a le plus approché jusqu'à maintenant, mais en tout cas, je sais qu'il y a des volontés à l'intérieur des différentes antennes de développer notre pédagogie auprès des enfants pour justement, comme vous dites, c'est un grand levier aussi, et c'est par là que ça commence. Ça démarre l'éducation. Ça tombe bien, sur le plateau, vous allez croiser Melting Pot, qui eux s'adressent principalement aux jeunes des collèges et des lycées, donc vous allez peut-être pouvoir travailler ensemble. Oui, absolument. Et vous vouliez faire un coup de cœur, Aurélie ou Stéphane? C'est Stéphane. C'est Stéphane, le coup de cœur. Oui, forcément. Il enchaîne. Alors, on voulait, en effet, ce soir, adresser beaucoup de chapeaux à l'un des fondateurs avec nous du G500. Vous savez, le sommet citoyen dont vous parliez au tout début, Philippe et Cécile. En effet, c'est la première fois qu'un collectif qui rassemble, il est vrai, beaucoup de monde dans le monde de la santé, donc 300 000 environ dans tous les métiers du soin, pour ainsi dire, a été officiellement auditionné. C'était la semaine dernière par le Sénat. Vous le savez, en général, quand le Sénat ou l'Assemblée prépare des lois, et donc actuellement, il y a un texte très important qui est en préparation
les questions de santé, notamment, on va dire, les lois travail qui vont changer les rythmes. Vous savez que ça a été une des grandes revendications des soignants de changer leur rythme de travail. Le président de la République, d'ailleurs, s'est engagé à faire changer ça. Eh bien, c'est le collectif Santé en danger, donc représenté par Arnaud Chiche, Christelle Baldé, Thomas Brosset et Audrey Bascovec, qui sont tous des soignants dans la vraie vie, hein, bien sûr, qui fait que d'ailleurs, on salue ce soir Arnaud Chiche, qui est rentré en urgence en bloc, puisque bloc opératoire, il est réanimateur, travail, hein. Voilà, c'est un peu son travail. Et donc, ils ont été auditionnés parce qu'ils portent une proposition très originale et qui apparemment va être intégrée dans les nouveaux textes, c'est de fixer un maximum, Créer un ratio patient-soignant, c'est-à-dire éviter qu'un soignant se retrouve avec 80 ou 36 malades. Voilà. Il y a une limite humaine qui rend sinon les soignants presque en dépression parce qu'ils considèrent qu'ils font mal leur métier. Pour remettre de l'humain en fait dans le métier, c'est ça. Donc ils portent cette très très belle proposition et c'est celle-là qu'ils sont allés présenter au Sénat. Donc c'est un collectif, c'est l'avancée de citoyenneté et profession. Et ben vous féliciterez bien sûr Arnaud Chiche pour nous. Merci beaucoup Juliette Bion d'avoir été avec nous, responsable de l'antenne Île-de-France. Ça s'appelle Aremax et vous pouvez aller voir sur le site internet. Inscrivez-vous et puis allez faire un petit peu de bénévolat. Vous allez voir, ça fait du bien à tout le monde. Dans un instant, on va revenir sur ces jeunes qui n'ont plus ou pas du tout le goût de la politique. Et ben une fondation, une association qui s'appelle Melting Pot, qui est à Marseille et qui va les aider justement à ouvrir leur chakra et leur expliquer ce qu'est la politique. On en parle bien entendu avec nos deux experts, Stéphane Pellet et Aurélie Gros sont avec nous jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on va parler citoyenneté. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Et pour ça, nos deux experts sont avec nous. Aurélie Gros, ça va Aurélie? Super. Tant mieux. Un peu froid, moins que les Marseillais, mais ouais. Bon, les Marseillais, il doit avoir très froid là. Et Stéphane Pellet est avec nous. Ça va Stéphane? Comment ça va bien Cécile? Eh ben, écoutez, c'est comme ça qu'on dit à Marseille. Comment ça va bien? Peu cher. Et allez, bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec nos invités. Alexandre Pastor est avec nous, fondateur de l'association Melting Pot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et vous n'êtes pas seul. Non, puisqu'il y a Yanis Gelami. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes membre de l'association également, responsable? Je suis associé de Monsieur Pastor. Parfait. Vous l'appelez monsieur. Monsieur, j'ai ce respect envers le président. Monseigneur. Excusez-moi, c'est pas idiot. Appelez-moi madame. Appelez-moi monseigneur. Et Aurélie Gros, c'est Aurélie Gros forcément. Excusez-moi, non mais on me parlait dans l'oreillette et donc j'écoutais en même temps de ce que je disais. Non, c'est Marseillais. Vos invités. Avec leur accent, on n'y arrive plus. Il fait froid. Un peu quand même. Il fait quand même froid à Paris. Ah oui. C'est horrible. Quand il fait -1, on a ressenti -20 nous. On est un peu dans le sud de la radio. Donc merci Alexandre, merci Yanis d'être présent ce soir et d'être monté jusqu'à Paris, parce que là j'ai le droit de dire, quand je viens à Marseille, j'ai pas le droit de dire ça. Non, c'est vrai. Descendu jusqu'à Marseille, ça passe pas. Donc aujourd'hui, vous venez nous parler du désengagement des jeunes, puisqu'effectivement 9 jeunes sur 10 se désintéressent de la chose publique, on va dire ça comme ça, et aujourd'hui vous agissez pour les ramener vers la politique, politique dans le bon sens du terme évidemment, vive la cité, il faut le rappeler, parce que politique aujourd'hui c'est presque une insulte. Oui. Donc comment vous faites? Racontez-nous un peu ce que vous faites. D'abord le constat c'est quoi? Il y a un sondage, il y a quoi? Le constat c'est qu'on est parti il y a un chiffre, c'est 87% des moins de 24 ans, ils étaient abstentionnistes au départemental et au régional. D'accord. Et c'est pour moi une élection locale qui est pour moi encore plus importante que les présidentielles, dans le sens où c'est des institutions qui ont un impact direct dans le quotidien des jeunes et des citoyens français. Et on se dit, c'est pas possible qu'il y ait 9 jeunes sur 10 qui s'intéressent pas à ce qui se passe autour de chez lui. Et en fait, le constat, il est simple, c'est qu'ils s'intéressent pas à l'appareil politique et non pas à ce qui se passe autour de chez eux. Et on s'est dit que, en fait, il y a les codes de la politique actuelle ne parlent très peu aux jeunes, voire pas du tout. Et l'association, notre envie, c'est de démocratiser. Pas beaucoup aux plus âgés, donc imaginez. C'est ça, la pension baisse partout et le constat, il est là pour tout le monde. Et on s'est dit, comment on arrive à
à décoder ça, à démocratiser ça auprès des plus jeunes. Donc on veut commencer dès 11 ans, à partir du collège, lycée, donc 11-25 ans, à travers des ateliers de vulgarisation, comme des simulations parlementaires, comme des rencontres avec des élus, où on fait rencontrer des élus pour les rendre accessibles. On fait des jeux ludiques aussi pour la compréhension des rôles et des missions des institutions, donc à quoi sert la mairie, quelle est la compétence de la métropole, quelle est la compétence de la région. Et le dernier atelier, Yanis, tu vas m'aider pour le dernier atelier. Et le dernier atelier, c'est on propose des débats d'actualité. Donc des débats d'actualité, ce qui est important pour nous, c'est de donner la parole à la jeunesse, pas uniquement sur des sujets jeunesse. C'est-à-dire qu'on leur propose des sujets notamment autour, comme là par exemple de la réforme des retraites, sur la gratuité des transports. Donc on veut aussi impliquer les jeunes sur des sujets d'actualité où habituellement ils n'ont pas la parole. 0826 300 300 si vous avez des enfants qui effectivement sont totalement écartés de l'actualité, réfractaires effectivement de l'action publique, vous nous appelez, on a envie de vous entendre ce soir, de témoigner. On parle de jeunes personnes, forcément on parlait d'éducation tout à l'heure, de dire ce sont aussi des choses qu'il faut mettre en place dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui les rebute finalement sur ces sujets-là quand vous en discutez avec eux? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas en fait? Ce qu'ils n'aiment pas, c'est fort. Ne pas aimer, c'est déjà qu'il faut avoir un intérêt aux gens qui font la politique, on va dire. Ils n'ont carrément pas d'intérêt. Alors ils n'ont pas d'intérêt à l'appareil politique, pas à la politique au sens noble comme Aurélie tout à l'heure le définissait, dans le sens où tous les jeunes aujourd'hui, l'engagement et l'intérêt à la chose politique est là. Quand on voit les manifestations pour le climat, quand on voit les manifestations aussi quand il y a des injustices pour l'égalité des chances. Ils ne font pas le lien entre la politique et les grandes causes. Et nous on essaye de venir conscientiser un peu tout ça, les rendre compte qu'en fait toutes les actions qu'ils mènent, leurs parents, eux, c'est politique. Et quand vous prônez la citoyenneté dès la naissance, moi par exemple j'ai une proposition et je pense que ça rejoindra peut-être la vôtre, c'est la citoyenneté accompagner, le droit de voter accompagné à partir de 16 ans. Est-ce que vous pensez que c'est des bonnes solutions? C'est-à-dire l'élection à partir du moment où, aux élections municipales, à 16 ans, puisqu'on peut aller en prison, on a le droit de travailler, on a le droit de faire des enfants, on a le droit de faire plein de choses à 16 ans. Donc pour éviter cette coupure, parce que vous faites le joint en fin de compte entre le conseil municipal... C'est très clivant cette proposition, c'est vrai que ça revient assez souvent. La proposition c'est le vote à 16 ans. Là ce qu'on propose c'est le vote accompagné, comme la conduite accompagnée, et uniquement pour les élections municipales. Mais comment ça se passe? On va dans l'isoloir avec papa ou maman, le vote accompagné, expliquez-moi. Non, le vote accompagné, c'est un terme, ça reste un terme. C'est de dire on peut voter aux élections municipales. Et je pense qu'à 16 ans, vous habitez encore dans la ville de vos parents, vous êtes effectivement au lycée, etc. Vous allez vous engager vers des études. Quand vous êtes à 18, vous partez à l'autre bout de la France. Le vote, je pense qu'il y a un réel désintérêt, effectivement. C'est vrai aussi. Donc, en fait, la citoyenneté à la naissance, dès la naissance. Alors déjà, il faut que les jeunes soient conscients qu'ils sont citoyens. Parce qu'on a fait un débat autour de la citoyenneté avec des collégiens et on disait qu'est-ce que c'est être citoyen? Et ils nous disaient être citoyen, c'est avoir le droit de vote. Et donc pour eux, à partir de 18 ans, on était citoyen. Et avant, on n'est pas citoyen. Et on a réussi à définir grâce à des mots responsabilité, partage, échange. Ils donnaient des exemples de ce qu'ils vivaient et ils se sont rendus compte qu'ils faisaient des actes citoyens. Donc s'ils font des actes citoyens, c'est qu'ils sont citoyens. Et donc moi, le fait d'accompagner, moi je pense que si on arrive à apporter une pédagogie alternative à l'éducation civique et morale au collège et au lycée, c'est notre volonté et notre ambition. Je pense qu'on peut aller vers le vote accompagné à 16 ans parce que les jeunes auront déjà une expertise et une expérience pendant l'école. Mais ça passe par l'engagement. Je vous coupe, ça passe par l'engagement aussi. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, le désengagement dans le bénévolat, dans les actions, et d'abord de sortir de chez soi et de regarder ce qui se passe à l'extérieur. C'est l'engagement aussi qui fait aussi l'action politique. Exactement. Et nous, on croise pas mal de jeunes aussi qui sont dans des centres sociaux, qui sont dans des associations, et la solidarité intergénérationnelle. Il y a une différence d'ailleurs entre les interventions dans les lycées, les collèges, et les interventions dans les associations. Yanis, mais le cadre il est différent, donc Yanis, si tu veux. Je voulais juste revenir sur ce que Alexandre disait par rapport à l'engagement. Nous, c'est vrai que c'est important que l'engagement il soit d'abord local, c'est ça. Et que les jeunes aussi, nous, notre slogan c'est comprendre, c'est agir, et qu'ils soient aussi acteurs de leur propre changement. Nous, par exemple, ce qu'on propose, on fait des ateliers de simulation de la vie parlementaire, mais on le relie toujours à des actions concrètes qui sont menées dans les collèges et les lycées. Donc c'est important aussi que les jeunes, de par les votes qu'ils peuvent faire, ils peuvent changer
directement l'avis de leur lycée, se sentir acteur. Mais combien de temps ça prend? Parce qu'on se dit, voilà, entre le moment où cette pédagogie est mise en place et le moment où finalement ça éveille forcément des sens, c'est immédiat en disant ah mais je savais pas en fait, je savais pas que j'étais vraiment un citoyen, je savais pas que. Alors oui, c'est immédiat parce qu'ils se rendent compte que. En fait, c'est une méconnaissance. Exactement. Et pour moi, c'est ça qui crée les tensions entre les institutions et les citoyens, que ce soit de tout âge, et chez les jeunes encore plus, où il y a une incompréhension, une méconnaissance. On a fait un atelier, c'était en début d'année 2022, en pleine présidentielle, où par exemple on parlait des missions et des rôles du président. Ben, il y en a un qui a sorti, le président il habite à la Maison Blanche. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si, il y en a un, mais c'est pas donc on peut toujours se tromper. Bravo. Justement, vous avez accueilli François Hollande, et je crois qu'on a excusez-nous pour cette blague. Oui. Justement, oui, vous avez accueilli François Hollande, mais on a Sarah Abibes, qui est lycéenne et qui a participé à un de vos ateliers. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah, bienvenue. Bonsoir. Alors comment ça se passe ces ateliers avec cette belle association Melting Pot? Alors c'était plutôt bien. Moi personnellement, je m'intéressais pas du tout à la politique de base. Je savais que le parcours scolaire, ce qu'on nous apprenait, qui était le président, qui étaient les anciens présidents, mais perso, je ne m'intéressais pas du tout. Et grâce à Melting Pot, on a pu rencontrer François Hollande et lui poser toutes les questions farfelues qu'on voulait lui poser. Ouais. Et personnellement, j'en ai appris pas mal. Je pensais pas que les présidents étaient autant intéressés par nous les jeunes. Parce que je me disais qu'ils nous entendaient forcément, mais qu'ils passaient jamais à l'acte en fait. Parce que nous, on s'y intéressait pas. Mais une fois qu'on a entendu parler, qu'on a entendu débattre, tout ça, je me suis dit qu'en fait, c'était nous qui s'intéressaient pas à lui et pas le contraire. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Sarah? Est-ce que ça veut dire que ça a changé même votre plan de carrière, de dire que finalement, souvent on se dit que les jeunes ne savent pas quoi faire de leur vie, ils n'ont pas vraiment des vies. Est-ce que ça a créé quelque chose chez vous? Est-ce que ça a changé votre vie quelque part? Dans l'engagement, dans votre avenir, dans votre vision de la vie en général? Moi, personnellement, j'ai toujours su ce que je voulais faire à l'avenir, mais c'est vrai que la façon dont j'ai parlé, ça m'a un peu plus ouvert l'esprit et je me suis dit que je pouvais ouvrir à plus de choses et pas uniquement ce que je connaissais ou passionnais. Et franchement, je pense que oui, il m'a ouvert plusieurs portes. Donc ça vous a donné envie de voter? Oui, moi de base, j'accompagnais mes parents voter et mes frères et sœurs. Et moi, je me suis dit, bon, le jour où j'irai voter, je voterai, mais je voterai blanc. Au moins, j'ai voté. Mais là, quand j'ai rencontré François Hollande, je me suis dit pourquoi pas suivre tous les débats électoraux avant les élections, tout ça. Et puis, vu que je suis majeure dans pas très longtemps, donc je pourrais voter à l'élection prochaine, je pense que oui, je voterai. Enfin, il y a d'autres élections avant les présidentielles. Vous pensez aller voter aux régionales, aux cantonales, aux européennes? Oui, c'est les européennes. Les premières, c'est les européennes. Les départementales aussi, mais dans la moitié de la France. Allons-y, qui va sano va piano. Forcément, quand on entend ce type de discours, c'est génial. C'est-à-dire que c'est une régalade, en fait. Exactement. Là, Sarah, elle a été très active aussi dans notre atelier. Et elle a posé des questions sur Parcoursup, par exemple. Donc, M. Hollande a donné son avis. Elle a posé des questions sur aussi comment il a vécu le Bataclan, les événements du Bataclan. Donc on a posé autant des questions, vous voyez, on a donné la parole aux jeunes aussi sur des questions qu'ils ont pu vivre aussi, parce que Sarah, elle était plutôt jeune aussi quand ça s'est passé au Bataclan. Des événements à la télé. Voilà, exactement. Et donc il y a eu ces échanges et moi j'ai trouvé les jeunes très intelligents, très posés, et ils ont posé des questions, par exemple sur Poutine, aussi, une anecdote. Est-ce que les élus sont enclins justement à parler avec cette jeunesse pour le coup, on a été hyper étonnés parce qu'à chaque fois qu'on parle avec un élu, que ce soit alors de tout bord et aussi de tout niveau, c'est-à-dire national, local, ils sont intéressés et ils sont aussi curieux d'aller découvrir ce que les jeunes comprennent ou veulent savoir des politiques ou de ce qu'ils mettent en place. Donc oui, on est hyper bien reçus. En plus, nous on est assez contents parce que pour l'instant il n'y a pas de campagne. Donc c'est aussi un espace qui est intéressant pour pouvoir échanger avec les jeunes, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, on va dire électoral de venir. C'est juste même avec François plaisir. Hollande. Non, je plaisante pas. Il faudra qu'on vous présente une de nos vraies voix qui est conseiller régional de la région Sud. C'est comme ça que s'appelle PACA maintenant, Christophe Madrol. Oui, absolument. Absolument. Il nous reste peu de temps, j'ai une question à vous poser. Vous avez l'air très ouvert, tolérant, mais c'est vraiment une question très politique. Est-ce que vous êtes Marseillais? Vous pouvez dire à un jeune, mais Marseillais, oui, tu as le droit de supporter le Paris Saint-Germain. Ça vous est arrivé ou pas? Ça, on ne le met pas trop sur la table parce que ça, c'est trop politique pour nous.
On veut quand même que les jeunes viennent à nos ateliers. Excusez-moi, de supporter le PSG, c'est pas un droit, c'est un devoir. Ça dépend de où on habite et de où on Merci beaucoup Yanis, merci beaucoup Alexandre Pastor et merci beaucoup Sarah d'avoir été avec nous. C'est passionnant et c'est vrai que en tout cas c'est une belle association, c'est un bel engagement parce que ça permet aux gens de s'ouvrir sur la société, sur notre société et l'avenir et ils sont de notre partenaires du entreprise. sommet citoyen. On les rejoint. Il y a un beau débat sur le parcours. Exactement, avec grand plaisir. Et ben il vous reste quelques mois pour vous inscrire au PSG. Voilà, c'est voilà. Bon, réfléchissez. Dans un instant, une association qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup les clowns, vous savez, qui vont dans les hôpitaux pour rendre le quotidien des enfants malades plus doux, plus sympathique. Et on sera avec eux. Ça s'appelle les clowns de l'espoir. C'est dans un instant. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix citoyennes. Et on va désormais parler d'une belle association, Stéphane Pellet, une association qui... C'est Stéphane Pellet qui en parle, je ne m'abuse. Bien sûr, avec grand plaisir. Bah non, c'est Aurélie Gros. Aurélie Gros. Ah non, c'est Stéphane Pellet sur ma conduite, excusez-moi. Stéphane Pellet, Aurélie Gros. Oui, sur l'association Les Clowns de l'Espoir. À vous l'honneur. Tout à fait. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous, même si vous êtes en visio, puisque vous êtes comédien. Vous améliorez le quotidien des enfants hospitalisés. Et par des actions ludiques, donc les clowns de l'espoir, oh là là. De l'histoire, bah, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et ça donne du baume au cœur pour tous ces enfants qui sont hospitalisés. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Mais moi, je me demande toujours, mais d'où ça démarre? Parce que c'est vrai que l'engagement, ce qui est un truc génial et qui donne envie, on se dit, bah, il y a un moment donné, il se passe forcément quelque chose dans sa vie, et on se dit, bon, allez, c'est le maintenant, il faut qu'on y aille, c'est ça? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, la genèse de ce projet date déjà depuis pas mal de temps, puisque ça va faire 30 ans qu'on intervient dans les hôpitaux de la région du Nord et des Hauts-de-France. C'est venu d'une volonté d'une famille qui accompagnait sa fille lors d'une leucémie et qui trouvait que les journées étaient très très longues. Mais c'est venu aussi de l'initiative de soignants qui étaient quand même des visionnels à l'époque, 30 ans, si on resitue. Aujourd'hui, on parle de clown hospitalier. Il y a 30 ans, c'était pas le cas. Et donc, pour avoir été l'un des premiers à pointer son nez à l'hôpital, je vous avoue qu'on a découvert un univers, on a découvert une façon d'intervenir, et on a découvert que finalement, on n'intervenait pas que pour l'enfant, mais qu'on intervenait aussi beaucoup pour les parents, aussi pour les soignants et aussi pour la fratrie qui n'est pas forcément présente à l'hôpital. Oui, il y a beaucoup de dommages collatéraux, on a souvent tendance à l'oublier. Et on arrive aujourd'hui à mesurer l'impact sur les enfants, justement, de ces moments de douceur, et espèce de parenthèse enchantée où on n'a plus l'impression d'être dans un hôpital parce que c'est très festif et que pour l'enfant, ça apporte énormément de choses. Oui, complètement. On a eu une évaluation demandée par l'ARS d'ailleurs de notre région pour évaluer l'impact de notre travail. Alors, l'impact peut intervenir à différents niveaux. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais en tout cas... Si vous avez un peu de temps, super. Par exemple, une conduite au bloc. Une conduite au bloc accompagnée par des clowns, c'est plus un enfant qui va au bloc. Ça peut être un pilote de Formule 1, ça peut être une princesse, enfin peu importe. Ça peut être aussi un chevalier qui va vers un dragon, enfin peu importe. Mais on va mettre en métaphore tout ça, on va mettre en jeu et on va mettre en ludique à un moment qui est léger. Et l'angoisse de la conduite, par exemple, va s'alléger parce que c'est plus forcément des murs que je vais voir, c'est des gens, c'est des sourires et c'est un accompagnement tout au long de l'hospitalisation. Un autre moment aussi qui peut être intéressant pour vous donner un peu l'évaluation, c'est que parfois on voit des médecins traîner devant les chambres où on est en train d'intervenir. Ils ne sont pas en train de regarder ce qu'on est en train de faire, ils sont en train de regarder comment l'enfant réagit par le biais du jeu. On peut avoir des enfants qui sont algiques alors qu'il n'y a pas de raison. On peut avoir des enfants qui restent dans leur lit alors qu'il n'y a pas de raison, qui peuvent bouger. Et donc le fait que nous puissions intervenir et ouvrir cette parenthèse l'espace d'un moment peut aussi donner des renseignements sur l'état physique et psychologique de l'enfant. Oui, parce que il y a l'état physique et effectivement le dommage sur le psychique de cet enfant, parce qu'il y a des enfants qui pourraient aller mieux. Ça change de cadre. Et pour les familles, la réaction effectivement des familles, parce que l'enfant va mal, la famille va mal, les frères et sœurs, la fratrie va mal, tout le monde va mal. Donc il faut intervenir assez régulièrement.
En fait, là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est la régularité, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire que si on vient sur un one-shot comme ça, et si on fait un spectacle, c'est pas le but, en fait. Ouais. Les clowns hospitaliers, on peut se dire, le clown, on le connaît, c'est le clown de cirque, l'extravagance, la truculence, etc. Et nous, c'est tout l'inverse. C'est la justesse et la finesse. Et c'est comment on va intervenir dans un moment qui est particulier, dans un moment qui peut être délicat, d'une chambre à l'autre, d'ailleurs, on peut avoir une sortie, comme de l'autre côté, on peut avoir une annonce de diagnostic, comme on peut avoir l'attente d'un examen. Et donc, cette justesse-là, elle se travaille. Et donc, elle se travaille aussi par la régularité et le lien avec les équipes soignantes. C'est-à-dire que si on n'est pas en lien avec les équipes soignantes, c'est pas du clown hospitalier. Le clown hospitalier, c'est de faire des transmissions avant avec les soignants qui vont nous donner des renseignements sur l'état physique, psychologique de l'enfant, mais aussi, comme vous le disiez, de la famille, de la maman. Où est-ce qu'on en est dans le parcours médical? Donc on n'est pas dans le secret médical, mais on est dans cette notion d'échange pour un mieux prendre soin, en fait. Et justement, vous parlez en fin de compte d'un métier, un métier de clown hospitalier. C'est un métier à part entière. Et alors, comment devient-on clown hospitalier ? Alors, avec le temps, moi, je me suis abîmé, en fait, à l'hôpital tout au départ, parce qu'il n'y avait pas de référence. C'est-à-dire qu'on découvre un lieu, on découvre des murs qu'on ne connaissait pas, et bien, on se prend la tête dans le mur. Et ça, je me suis dit, on ne peut pas grandir comme ça, on n'est pas obligé de grandir dans la souffrance. Je vous coupe, pardon, ça veut dire quoi, je me suis abîmé ? C'est aller trop loin. C'est aller trop loin dans l'accompagnement. Ouais. C'est ne pas forcément être préparé à avoir un enfant d'une semaine sur l'autre avec une mucite et plus de cheveux. C'est toutes ces choses-là qui font que... C'est ça, d'être trop impliqué émotionnellement, c'est ça. En tout cas, pas être suffisamment préparé. Et du coup, parce que l'implication émotionnelle, je pense qu'on l'a, cette implication, mais en même temps, cette distance professionnelle est nécessaire. Et ça se prépare. Et donc, on a, nous, formalisé un processus de formation et de recrutement assez draconien, mais qui va permettre de dire, vous êtes prêts à rencontrer des situations. En tout cas, on va vous informer, vous former à les rencontrer. Et donc, avec toutes ces années d'expérience, on a affiné notre protocole de formation, j'ai envie de dire, et c'est comme ça qu'on peut accompagner durablement et que les clowns restent longtemps. Alors, je dis les clowns et aussi les marchands de sable, parce qu'on est une équipe de marchands de sable qui interviennent le soir dans un moment qui est délicat, qui est le moment du sommeil. Du sommeil et du départ de la maman. Et de la séparation des familles. C'est ça. Et vous êtes combien aujourd'hui à travailler en clown, justement, dans cette association ? On est à peu près 60 artistes, une bonne trentaine de clowns et une bonne vingtaine de marchands de sable. Et on sillonne, il y a 3 interventions par jour dans les hôpitaux. Et ça depuis presque 30 ans maintenant. Et ben voilà. Moi, j'ai envie de dire bravo. Parce que... Génial. Oui. Alors justement, Philippe et Cécile, Stéphane qui est au téléphone avec nous, là en visio, il est comédien, on l'a compris, mais ce soir il est en répétition et il a bien voulu sortir pour nous parler, c'est très gentil. Stéphane. Bravo. Et il prépare un Steinbeck, il répète au théâtre à Buc, dans les Yvelines. Peut-être vous pouvez nous dire en 2 mots le titre au moins de ce beau spectacle. Oui, alors après, j'aime pas mélanger les genres parce que, en fait, mon travail à l'hôpital est important, mais c'est vrai que là, on monte des souris des hommes. Voilà, on va jouer vendredi 3 février des souris et des hommes. Mais ce qui est important, c'est vraiment de bien communiquer sur le travail du clown hospitalier, que c'est une vraie démarche. On l'a bien compris en tout cas, et c'est comme ça qu'on l'a pris. Ça s'appelle Les Clowns de l'Espoir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, c'était très, très émouvant et très énergisant en même temps. Et puis on croise des doigts quand même pour votre petit spectacle, mais on peut pas le dire. Voilà, on vous embrasse. Merci beaucoup et bravo à toutes les associations qui sont venues ce soir, extraordinaire, encore beaucoup d'émotions. Merci beaucoup Stéphane Pellet, merci Aurélie Gros, on se retrouve lundi prochain, merci Philippe David. Demain 17h. On se retrouve demain 17h. Tout de suite le Loft Music, Warren Zavata avec Yvan Cujou, ses conseils de famille, Stéphane Moller. Salut, à demain.